Merci d'être présent ici. Notre session, il est en français. Pour ceux qui ont besoin de la traduction, il y a les casques pour les traductions en anglais et en kiswahili. Vous pouvez juste ajuster vos casques, ça va aller. Comme je vous l'ai dit, nous avons une session sur la coupure d'Internet et démocratie en péril, les cas de l'Afrique francophone. Cette session va viser à examiner l'impact des coupures d'Internet en Afrique francophone sur les libertés d'expression, d'opinion et d'accès à l'information. Et nous allons plus nous baser sur les cas du Sénégal, du Cameroun, de l'East Africa, mais aussi nous avons pour objectif de sensibiliser ceux qui sont ici présents sur cette problématique en vue de voir comment échanger sur les stratégies de prévention et résolution des restrictions d'accès à l'Internet sans base légale. Dans ces panels, nous avons M. Mathieu Mbaye, nous avons Mme Aïcha Dabo, nous avons Simone Toussi et nous avons M. Louis. Je vais vous prier de vous présenter en quelques minutes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Mbaye, je travaille pour Article 19 Sénégal, Afrique de l'Ouest et je suis principalement en charge de la protection et de l'espace civique. Merci. Bonjour, moi c'est Aïcha Dabo, je suis cofondatrice et coordinatrice d'Africtivis, une organisation panafricaine basée à Dakar. Bonjour tout le monde, je suis Simone Toussi, je travaille pour CIPESA, Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa et je suis responsable des projets pour l'Afrique francophone et centrale, /centrale. Bonjour tout le monde, je m'appelle Louis Guitingwa, je suis avocat à mon propre compte, mais je suis aussi chercheur pour le compte en droit, en digital right, sur les droits du numérique pour le compte de beaucoup d'organisations ici présentes. Merci. Merci beaucoup. Parlant des coupures d'Internet, déjà en Afrique, depuis 10 ans, nous comptabilisons 142 coupures d'Internet dans 35 pays africains. Au Tchad, nous avons 810 jours de coupure depuis 2014, c'est-à-dire plus de 2 ans. Au Cameroun, nous avons 252 coupures d'Internet, 248 jours de coupure d'Internet. Et en RDC, nous comptabilisons 59 jours de coupure d'Internet. Vous comprenez l'impact et tout ça va toujours en période électorale. Déjà que beaucoup de pays africains vont vers les élections, nous allons ensemble essayer de trouver des stratégies pour essayer de contourner ça et faire des plaidoyers pour que ces fléaux puissent cesser en Afrique. Alors, la première question est posée à Monsieur Mathieu. Quand même qui ont été plus ou moins violentes ces derniers mois-ci. Donc aujourd'hui ici, nous voulons un peu analyser le contexte de ces coupures par rapport aux standards internationaux. Nous pouvons dire que c'est assez problématique du point de vue des standards internationaux, notamment en termes de respect et de promotion du droit à la liberté d'expression et d'information. Et peut-être même avant de venir sur ça, il y a toujours au Sénégal le réseau social TikTok qui est toujours bloqué. Et récemment, quand on a interrogé un peu le ministère de l'Information et de la Communication, il dit que cette mesure va toujours rester en vigueur tant que la plateforme TikTok ne va pas fournir des détails sur son autorégulation. Donc, ce qui est tout à fait problématique. Alors, pour en venir un peu plus sur ta question par rapport à l'impact de ces coupures sur la liberté d'expression, alors nous voyons que certes, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu, parce qu'il y a quand même des restrictions qui ont été émises et des motifs légitimes qui peuvent être invoqués aujourd'hui pour restreindre ce droit-là. Et parmi ces motifs légitimes, il y a
la prévention du discours de haine, la désinformation, le contexte national. Souvent, c'est l'ordre public ou bien la sécurité nationale qui est invoquée par les États pour aujourd'hui essayer un peu de justifier ces coupures d'Internet. Mais si on analyse ça sur la base des standards internationaux, notamment l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous voyons que c'est assez problématique parce que cette analyse-là qui est faite avec les standards internationaux, notamment le test en 3 parties, nous dit que toute restriction du droit à la liberté d'expression doit répondre à 3 critères nécessairement. Il y a d'abord la légalité de la restriction, il y a ensuite la légitimité de cette restriction et enfin il y a ce qu'on appelle la proportionnalité. Alors si on se base par exemple sur la légalité, nous voyons qu'aujourd'hui au Sénégal par exemple avec les récentes coupures, c'est juste à travers un communiqué du ministre que l'Internet a été coupé. Donc ce qui est tout à fait problématique dans la mesure où il n'y a aucune base légale qui a été invoquée par les autorités pour procéder à cette coupure. Donc nous voyons qu'avec juste ce premier aspect-là du test en 3 parties, ça devient problématique. Ensuite, si nous voulons parler également de l'aspect légitimité des objectifs, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a la sécurité nationale, le maintien de l'ordre public, la prévention de la désinformation et autres, qui sont certes des motifs légitimes du point de vue des standards internationaux et qui peuvent être invoqués pour restreindre le droit à la liberté d'expression. On constate que ces mesures-là sont souvent invoquées de manière excessive et disproportionnée. Aujourd'hui, ces restrictions-là qui ont été mises en place par les autorités, ça impacte l'ensemble de la population sénégalaise. Donc, même les personnes qui n'ont pas eu à partager le contenu, à partager les messages ont été impactées par ces coupures-là. Donc, si on analyse un peu ces coupures-là, ces coupures d'Internet, que ce soit au Sénégal, mais également au niveau des autres zones, aujourd'hui mises en place par les standards. Merci, Monsieur Mbaye. Parlant de cette question, je reviens sur lui. Il va essayer de nous donner les contextes de la région des Grands Lacs. Il va nous parler de l'impact de la coupure d'Internet sur les libertés d'expression dans la région des Grands Lacs. En place qui s'envoie des diatribes enflammées. Et à un certain moment, il y a aussi une société civile. En fait, les acteurs sont à peu près les mêmes. Le contexte est différent. Par contre, je voudrais un peu expliquer le contexte de Grand Lac, c'est-à-dire nous avons une région assez mouvementée en termes d'histoire, mais aussi en termes de contexte sécurité sociopolitique. Donc la région de Grand Lac, après le génocide de 1994 contre le Tutsi du Rwanda, la région n'a jamais été en paix. Donc il y a toujours une certaine éruption de violence qui surtout au Congo voisin, qui malheureusement pour les 3 décennies a été vraiment victime de graves atrocités, et tout ça sous le nez de la communauté internationale. Et dans ce contexte, donc les abus continuent. Et quoi de mieux de disconnecter tout le monde, on tue, on massacre sans que personne ne soit au courant. Donc en fait, en toile de fond, c'est toujours la rivalité de pouvoir. Mais maintenant, ce qui est un peu intéressant dans le contexte de Grand Lac, c'est que tous les pays des Grands Lacs n'ont pas la même dynamique. Si vous regardez, on a dans le contexte des Grands Lacs, mais surtout de la East African Community en général, nous avons 2, comme on dit en anglais, serial offenders. Donc, 2 principaux majeurs acteurs de coupure d'Internet, c'est la RDC et l'Ouganda, jusqu'à présent. Et le Burundi à une certaine mesure. Donc, au Burundi, les élections de 2015, en 2015, le président qui était là à l'époque a voulu s'octroyer un 3e mandat qui n'était pas constitutionnel. La jeunesse et les mouvements civils sont descendus dans la rue.
le gouvernement a jugé bon de couper Internet. Ça a fait à l'époque 1 mois et plus. Et bien sûr, il y avait des massacres, il y avait des violations graves des droits de l'homme, mais bien sûr, ça n'a pas pu avoir, un grand impact parce qu'il n'y avait pas Internet. L'accès à l'information et la censure étaient fortes. En République démocratique du Congo, je pense que ça c'est plus grave. La République démocratique du Congo a un contexte assez difficile. Et cela vient du contexte assez difficile de la sous-région. Donc, pour les 30 ans, je pense que la République démocratique du Congo a plus ou moins expérimenté plus de 10 ou bien 18 coupures d'Internet. Et souvent, c'est aussi le contexte entre une certaine rivalité sociopolitique entre les différents acteurs politiques. En Ouganda aussi, le contexte est à peu près le même. Mais différemment du contexte de la RDC, je pense que le gouvernement de l'Ouganda a surtout essayé de couper Internet déjà préventivement avant que les élections arrivent. Parce que pour eux, c'était une façon de couper l'herbe au pied des membres de l'opposition, de la société civile, pour les empêcher de s'organiser. Et au moment où nous parlons, même un Facebook est encore censuré en Ouganda, donc on ne peut pas avoir accès à Facebook en Ouganda parce que le gouvernement ougandais a interdit, donc a carrément déconnecté Facebook sur les réseaux ougandais, seulement si vous pouvez utiliser un VPN pour passer autre. Donc, en peu de mots, je pense que c'est ça le contexte. Merci, Monsieur Louis. Dans ces cas, Madame Simone, quels sont les défis spécifiques liés à l'accès de l'Internet dans le contexte de la région francophone, selon vous? Bon, je pense que en termes de défis liés à l'accès à Internet, le plus gros défi, c'est ça en fait. Ça parle de soi-même. Le plus gros défi, c'est l'accès à Internet. On a donc une région qui a des récurrences, qui est connue pour être toujours, les pays sont connus pour être toujours en train de couper Internet, en train de limiter l'accès, que ce soit de façon partielle ou totale. Et chaque fois qu'il y a une éventualité comme des protestations, comme des manifestations politiques, que ce soit le conflit, que ce soit une élection qui est en vue, qui est à l'horizon, on sait déjà d'office qu'il y aura une potentielle coupure d'Internet. Il n'y a pas vraiment de pays qui fasse l'exception. Bon, on avait le Bénin, on disait, voilà, il y a le Bénin qui veut montrer l'exemple, mais finalement, le Bénin n'a pas su vraiment tenir. Il y a des applications, des taxes sur l'accès à Internet. Il y a d'une part les coupures, mais il y a ces éléments-là qui entraînent également, qui limitent également l'accès à Internet de manière subtile. Par exemple, vous aurez un gouvernement qui ne va pas forcément être connu pour limiter l'accès à Internet, pour couper Internet, mais il va le limiter autrement. Il va appliquer des taxes sur, par exemple, sur le matériel d'accès à Internet, l'accès au téléphone. Il va appliquer des taxes sur l'application, le téléchargement des applications. Le Cameroun fait ça très souvent, le Bénin aussi. Et voilà, il y a des gouvernements qui vont faire ça, ils vont le couper directement comme le Sénégal, comme le Cameroun, comme le Tchad, ou alors ils vont appliquer des taxes de façon subtile pour limiter l'accès à Internet. Donc, on a ce gros défi-là qui est l'accès à un Internet qui se veut ouvert, accessible à tout le monde. Déjà que la pénétration n'est pas si grande que ça, mais on a encore ces limitations-là qui viennent des pouvoirs publics. On a ça qui, de façon conséquente, ça entraîne donc les enjeux de liberté d'expression qui, en retour, qui auront pour corollaire, de nourrir les manifestations dans la rue, de nourrir des choses qui, après, vont affecter la participation publique, la participation politique, la participation citoyenne à la chose politique et créer des écarts dans le système démocratique
si jamais il y a système démocratique. Donc, il y a tous ces défis-là. Et il y a l'un des plus gros, c'est vraiment, comment dire, ce qui peut englober tout ça, c'est ce principe de neutralité d'Internet qui est encore très nouveau, d'une certaine façon, en Afrique. C'est encore très nouveau parce qu'on est dans un contexte où les libertés, d'une façon ou d'une autre, sont toujours privées. Alors que Internet se veut fondamentalement neutre, qui veut dire ouvert, totalement impartial, totalement non discriminatoire. Et vraiment, il doit être accessible à tous. Et quand je dis non discriminatoire, c'est sur le plan des personnes qui y accèdent. Donc, on ne doit pas faire en sorte que les populations qui sont dans les zones rurales, par exemple, ou les populations qui n'ont pas toutes leurs facultés physiques, les personnes à mobilité réduite, par exemple, ou les personnes malvoyantes ou malentendantes, qu'ils aient des difficultés à accéder à cet Internet-là, et de façon aussi ouverte sur le plan humain, c'est que toi comme moi, en tant que citoyen, que tu sois de la politique ou pas, que tu sois commerçante ou pas, que tu puisses avoir un accès équitable à Internet, voilà, de façon égalitaire pour tout le monde. Cette non-discrimination-là s'applique également sur le contenu, dans la mesure où nous devons avoir accès, où que nous soyons, à des contenus dont nous avons besoin. Et de manière impartiale, nous ne devons pas être obligés, par exemple, d'utiliser un réseau privé pour accéder à un certain type de contenu, alors que justement, la coupure d'Internet nous oblige à cela. Si je suis basée au Sénégal, où ils ont coupé Internet dernièrement, et que je veux accéder à un contenu local, parce que c'est ça le but quand le gouvernement coupe Internet, c'est pour qu'il n'y ait pas de communication déjà à l'intérieur du pays et entre le pays et l'extérieur. Donc, si je suis basée à Dakar et Internet est coupé, je n'aurai pas accès au contenu local, je ne saurai pas ce qui est en train de se passer. Les médias locaux ne pourront pas relayer au peuple, à la population locale, ce qui est en train de se passer plus facilement. Si je suis obligée d'utiliser un VPN, comme si j'étais basée, je vais prendre l'exemple au Togo par exemple, comme si j'étais basée à Lomé, je n'aurai accès qu'au contenu qui est accessible à une personne en temps normal qui est basée à Lomé. Donc, je pourrais avoir accès à un contenu, mais il sera d'une façon ou d'une autre filtré, donc réduit. Donc, je n'ai pas la capacité à accéder à tous les contenus de façon équitable, même en utilisant le VPN. Et maintenant, je reviens donc sur l'utilisation du VPN pour dire que ça compromet tout aussi bien cette ouverture, ce principe d'ouverture d'Internet, dans la mesure où ça rend Internet élitiste. C'est-à-dire, le VPN, il n'est pas accessible à tout le monde, il est cher, et encore, faut-il savoir l'utiliser. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas toutes ces capacités techniques-là à utiliser un VPN, il y a les gens qui n'en savent rien du tout. Donc, si on est obligé de s'acheter, de s'offrir un VPN pour accéder à Internet, ça limite l'accès à tout le monde. Le citoyen lambda ne pourra pas utiliser un VPN. Donc, ça le rend élitiste, ça le rend cher, ça le rend pratiquement inaccessible à la grande majorité. Donc, voilà à peu près, j'en oublie peut-être, mais voilà à peu près les plus grands défis qui tournent autour des limitations d'accès à Internet, de la coupure d'Internet. Merci. Vous pouvez nous parler des conséquences sur les citoyens et les sociétés, donc les entreprises, quand il y a coupure d'Internet? Comment ça impacte leur vie? D'accord, merci. Pour ce qui est de les impacts plutôt, Simone en a parlé en parlant de l'accès à l'information, mais il y a un aspect en fait que, bon, on a tendance à mettre en avant cet aspect-là qui est l'aspect économique avec les entreprises qui
utilisent le numérique pour pouvoir vendre, que ce soit des entreprises un peu plus grandes ou bien des individus qui utilisent WhatsApp ou Facebook pour vendre, pour livrer. Donc, quand il y a coupure Internet, tout ce secteur-là, souvent informel, est impacté. Et lorsque les données, en fait, sont comptabilisées et communiquées sur l'impact, je ne pense pas que tout ce secteur informel-là, global, soit inclus. Parce qu'il faut le reconnaître, la majeure partie des pays, en fait, ont des économies informelles. Au-delà des entreprises officielles qui, par exemple, si je prends le cas du Sénégal, qui a été, lorsqu'ils ont coupé Internet pour la première fois en juin, ça a été une surprise parce que le Sénégal a été pendant longtemps considéré comme un exemple de la démocratie. Mais bon, on sait tous que ça devient de plus en plus difficile en fait de parler d'exemples de démocratie sur le continent africain. Beaucoup de gens ont été impactés. Il y a eu une association d'entreprises qui ont dit qu'ils allaient porter l'affaire devant la cour de la CEDEAO, donc la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a une cour assez réactive, qui a eu à condamner le Ghana, pas le Ghana, le Togo, le Nigeria par rapport à des cas qui sont en rapport avec Internet. Maintenant, il y a un autre aspect qui n'est pas nécessairement économique, mais qu'on ne voit pas, c'est l'accès à l'information, pouvoir communiquer, parce qu'en situation de crise, il faut savoir pouvoir communiquer avec sa famille, avec ses amis, s'assurer qu'ils sont en sécurité. Et quand il y a coupure, c'est difficile. La majeure partie des populations africaines n'ont pas de Wi-Fi, fibre optique ou ADSL, c'est plutôt l'Internet mobile. Et c'est l'Internet mobile qui est souvent ciblé par ces coupures-là. Et comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, il y a les réponses doivent être davantage ciblées parce que pour le cas du Sénégal spécifiquement, ils ont une brigade de lutte contre la cybercriminalité qui est très très bien équipée. Il y a le gouvernement, s'il le souhaitait, nous on a appelé plusieurs fois en tant que société civile et comme on est basé au Sénégal, bien sûr, on travaille sur les questions qui affectent le pays, à demander à ce qu'il y ait une discussion pour trouver une solution à ça, que les coupures ou bien les personnes qui seront affectées sont ciblées pour éviter cet impact large-là. Il y a l'aspect santé aussi, parce que de plus en plus de personnes, que ça soit un patient ou bien une clinique ou un hôpital utilisent de plus en plus le numérique pour faciliter en fait que l'achat de médicaments. Il y a une société au Sénégal qui s'occupe de ça. Ou bien les rendez-vous et tout, bon, ça a été impacté. Il y a des sociétés qui n'ont pas de fibre ni d'ADSL qui comptent sur l'Internet mobile pour pouvoir avoir Internet parce que le débit est assez haut au Sénégal. L'autre chose, c'est l'impact sur l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui font des cours à distance et qui comptent sur l'Internet mobile pour pouvoir faire ça. Et il y a cet impact immatériel. Il y a cette tension, cette anxiété. Quand il y a crise, on ne sait pas si on doit sortir ou non parce que déjà, la plupart du temps, les médias décident de ne pas en parler parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes avec les autorités. Donc, c'est sur Internet qu'on se base pour pouvoir savoir quelles sont les zones à éviter et où est-ce qu'il faut aller, à quelle heure il faut rentrer. Donc, il y a toutes ces petites implications-là qui sont immatérielles, mais que souvent on ne prend pas en compte. On pense plutôt à l'aspect économique, éducation ou santé en oubliant le bien-être de l'individu. Et tout ça, si on regarde les différentes constitutions qu'il y a en Afrique francophone, c'est des libertés en fait qui sont consacrées. La liberté d'association, la liberté d'expression, d'opinion, d'avoir accès à une information variée et aussi la liberté de pouvoir en fait se mouvoir, aller d'un point A à un point B, mais on se rend compte que tout ce qu'il y a eu comme problème dans le monde réel avec les droits fondamentaux se sont déplacés sur le net.
Et c'est encore pire parce que on est devenu très dépendant à des degrés différents de tout ce qui est Internet. Parce que lorsqu'il y a la coupure, ceux qui sont dans le monde rural ou bien qui ne comprennent pas certaines fonctionnalités, qui pour eux tout Internet, quand tu dis Internet, ils te disent, ils vont te demander quoi? Parce qu'ils connaissent Internet comme étant Facebook ou bien WhatsApp. Donc, quand ils n'ont plus accès à ça, en fait, l'information, la facilité de communication qu'ils avaient avec leur entourage devient de plus en plus difficile. Bien sûr qu'il y a des soucis de fracture numérique, il y a le problème de la couverture d'Internet, même des réseaux mobiles sur l'étendue des territoires, mais n'empêche, ce n'est pas une raison pour que tout ce qui concerne droits et libertés sur Internet soit minimisé. Et ces gouvernants-là, les prédécesseurs ont parlé des contextes souvent très compliqués, élections et autres, mais il y a aussi le contexte des coups d'État qui se répand de plus en plus sur le continent et qui, malheureusement, par exemple pour le Mali, on a eu à voir qu'il y a eu des coupures, et la Guinée aussi, il y a eu des coupures, soit ciblées ou non. Ciblées, quand je dis c'est coupures Internet mobile, pour empêcher aux gens de savoir ce qui se passe et pouvoir communiquer. Merci, Madame Aïcha. Je reviens sur Monsieur Mbaye. Vous pouvez nous parler des motifs souvent avancés par les politiciens pour couper l'Internet et si ces motifs sont vraiment légaux? Merci beaucoup Nadine. Je pense que tout à l'heure, j'avais expliqué un peu les motifs qui sont souvent évoqués par nos États pour aujourd'hui couper l'Internet. Et comme je l'ai dit tantôt, même si aujourd'hui ces motifs sont valables, par exemple le motif de la sécurité nationale, le motif de l'ordre public, le motif de la lutte contre les discours de la haine, le motif de lutte contre la désinformation, tous ces motifs-là, du point de vue des standards internationaux, sont des motifs légitimes qui peuvent être invoqués par les États pour aujourd'hui limiter le droit, comment dire, la liberté d'expression. Mais le problème avec ces motifs, c'est que souvent, même s'ils sont invoqués, en fait, ça pose aujourd'hui le problème de la proportionnalité, comment dirais-je, de ces sanctions-là ou bien de ces mesures-là. Parce que d'accord, un État peut invoquer le motif de sécurité nationale pour aujourd'hui et, comment dirais-je, restreindre l'accès à l'information. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après cette mesure-là, du point de vue de la proportionnalité, parce que comme je l'ai dit tantôt, pour une minorité qui partage des informations sur les plateformes numériques, toute la population sénégalaise se retrouve, ou bien toute la population de notre pays se retrouve aujourd'hui bloquée, ou bien n'a pas accès aujourd'hui à Internet. Donc je pense que ce qui doit se faire au niveau des États et peut-être également au niveau de la société civile en termes de plaidoyer et de tout, c'est vraiment de veiller à ce que, d'accord, même si ces motifs-là sont évoqués, sont mis en place par les États, qu'ils vraiment veillent à ce que les sanctions comment dire, les mesures qui sont prises soient proportionnelles à l'objectif poursuivi. Et je pense que actuellement, récemment, tantôt, avant nos sessions, je lisais un peu un rapport qui disait qu'actuellement, il n'y a aucun rapport, aucune donnée qui puisse justifier, qui puisse dire par exemple que ces motifs-là, par exemple la coupure d'Internet a été efficace pour contrer que ce soit le discours de la haine ou bien la désinformation. Donc ces mesures, certes, sont évoquées par les États, mais en termes d'impact, en termes de résultats, en fait, il n'y en a pas. Donc je pense que les États doivent revoir un peu cette approche-là et veiller à ce que effectivement, toutes ces mesures-là répondent au test de légalité, notamment parce qu'aujourd'hui, par rapport à la légalité, d'accord, certes, dans les pays, il y a des lois qui sont en place, mais souvent, le problème qu'on a avec ces lois-là, c'est que c'est formulé de manière vague. En fait, c'est formulé de manière assez vague et ça donne souvent un pouvoir discrétionnaire à nos États qui peuvent le manipuler et qui peuvent l'utiliser à leur fin. Donc, il y a également un travail qui doit se faire à ce niveau. Mais pour revenir toujours à ta question, certes, si ces motifs sont des motifs valables, sont des motifs du point de vue des standards internationaux qui peuvent être invoqués, il faut vraiment veiller à ce que la proportionnalité soit également là. Merci. Bien, merci. Je reviens sur vous, Madame Aïcha. Quel est l'état actuel des plaidoyers et initiatives des sociétés civiles pour faire face à ces problèmes de coupure d'Internet? En fait, le plaidoyer est accompagné d'information et de sensibilisation. Pour ce qui est de l'information,
C'est par exemple indiquer aux citoyens qu'il y a des moyens comme des VPN qu'on pourra utiliser lorsque l'accès à certaines plateformes est restreint. Aussi, en période de crise, nous, on sensibilise sur, généralement, hein, même si ce n'est pas en période de crise, sur une utilisation responsable d'Internet, que Internet n'est pas un no man's land où on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a des règlements que chacune des plateformes a, mais aussi il y a des lois dans les pays je parle de lois qui ne sont pas, qui sont pas liberticides, en fait, de bonnes lois. Parce que il y a certaines lois qui sont passées dans certains pays, mais qui vraiment vont à l'encontre de ce que dit la Constitution. Donc, il y a cette sensibilisation-là qui est faite au niveau de la population et partage d'informations. Au-delà de ça, pour ce qui est de plaidoyer, c'est une discussion continue et selon les gouvernants, quand je parle de gouvernants, j'inclus le législatif et l'exécutif, selon leur volonté, parce qu'il faut une certaine volonté politique pour vouloir discuter avec la société civile. Donc, selon les gouvernants, ils sont réceptifs ou non. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y a un changement de régime, c'est le meilleur moment pour discuter et pouvoir faire passer des lois. Je crois hier ou avant-hier, je discutais avec Mathieu, je lui demandais où en était la loi sur l'accès à l'information. Bon, il m'a dit que c'était toujours dans le circuit parce que ça fait 10 ans que le Sénégal essaie de faire passer cette loi-là, mais bon, la société civile continue les discussions avec le gouvernement, mais ça ne passe pas comme on l'aimerait. Le plaidoyer n'est pas un processus c'est très rare que ça soit automatique parce qu'il faut sensibiliser ces gens-là qui ont majoritairement une pulsion de dire non, de se braquer. Il faut déjà les sensibiliser à la pertinence parce que même lorsqu'on est dans l'opposition et qu'on condamne certains actes, lorsqu'on vient au pouvoir, on est à l'aise avec ce qu'on condamnait précédemment. Donc, il faut une certaine évangélisation, sensibilisation pour pouvoir les amener à comprendre et à voir au-delà de la restriction qu'il y a d'autres moyens de contrôler et de s'assurer que tout le monde est en sécurité, au lieu de toujours être dans la défensive ou de dire que passer des lois à tout va régler un problème. Un autre aspect dans lequel nous travaillons aussi, c'est l'éducation au numérique et aussi l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, surtout par rapport à la désinformation, parce que, bon, c'est pas un secret que ceux qui sont au pouvoir sont aussi coupables que ceux qui sont dans l'opposition, aussi bien que les citoyens lambda, pour ce qui est de la fabrication de fausses informations. Et pour ce qui est de l'éducation au numérique, nous continuons à mener nos campagnes. Nous sensibilisons, on a eu à former plus de 700 personnes dans 15 pays de la sous-région ouest-africaine majoritairement sur la sécurité et la sûreté de l'utilisation d'Internet, mais aussi sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Et récemment, nous avons lancé une campagne de sensibilisation contre le harcèlement en ligne. Et comme on est en période préélectorale au Sénégal, cette campagne-là était spécifique au Sénégal, mais nous allons l'étendre à partir d'octobre à d'autres pays francophones avant d'inclure les pays anglophones, donc d'ici la fin de l'année. Et cette campagne-là portait en fait sur la sensibilisation générale sur l'utilisation d'Internet selon les plateformes, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment se protéger. Et lorsqu'on est face à une situation de cyberharcèlement, quelles sont les possibilités que vous avez. Et vous faites un choix pour avancer. Et au-delà de la sensibilisation, nous avons aussi fait une tournée médiatique pour ne pas juste se limiter à Internet parce que tout le monde n'est pas connecté tout le temps et tout le monde, majoritairement, utilise WhatsApp. Et donc, on est allé dans les radios, les télévisions et surtout les messages, c'était dans les langues nationales.
ça, c'est des stratégies que la société civile utilise dans différents formats quand il s'agit de liberté. Et nous, cette fois-ci, bon, comme on connaît la réalité du pays, que tout le monde n'est pas sur Internet, mais c'est bon que tout le monde soit sensibilisé. Donc, on poursuit cette éducation aux médias-là. Nous avons créé une boîte à outils qu'on a transformée en jeu et prochainement qu'on va traduire en Wolof, en audio, pour que les gens puissent l'écouter, savoir ce qu'il faut faire ou non sur WhatsApp, par exemple, ou Facebook. Donc l'objectif, en fait, pour nous, c'est que plus on s'étend dans les différents pays, qu'on ait des partenaires qui vont traduire ces outils-là dans les langues nationales majoritaires des pays et que l'information soit accessible au grand nombre. Bon, c'est ce que je vais dire aussi. Il y a malheureusement un constat, c'est que les projets de loi viennent très rapidement à l'Assemblée et sont passés, quand ça vient du gouvernement, on le vote rapidement, que la société civile n'a même pas le temps de faire le travail qu'il faut auprès des parlementaires pour pouvoir un peu les pousser à faire des révisions qui seront bénéfiques pour tout le monde. Donc on est plus tout le temps dans la réactivité, on court tout le temps, on essaie d'être plus rapide que eux, mais bon, comme c'est la majorité qui passe les lois, bon, ça c'est une faiblesse, pas une faiblesse, mais une réalité que la société civile vit la plupart du temps. Donc pour certains, lorsqu'on est assez introduit, on arrive à avoir les projets de loi, on peut savoir ce qui est dessus, mais on ne peut pas communiquer dessus parce que c'est des documents qui ne sont pas encore publics. Donc, si les gouvernants s'ouvraient davantage à la société civile en les considérant comme faisant partie de cette société, en fait, des acteurs majeurs de la société qu'on essaye de bâtir, je pense qu'on éviterait plusieurs problèmes qu'on a actuellement. Enfin. Je reviens sur Monsieur Louis. Parlant de cette question du rôle et responsabilité, pouvez-vous nous parler du rôle que doit avoir, donc le rôle que jouent les personnes impliquées dans la gouvernance de l'Internet et leurs responsabilités pour prévenir ces coupures d'Internet? Merci beaucoup, Nadine. La question est plutôt intéressante du point de vue que normalement, en théorie ou bien sur le papier, les organismes chargés de la régulation, de la planification, de la mise en place des politiques sur la gouvernance d'Internet sont normalement les organismes en charge de protéger, de défendre la liberté d'Internet. Malheureusement, ici, dans le continent, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, nous avons clairement une absence des autorités publiques. Je dirais que c'est une absence, mais je dirais aussi que c'est une irresponsabilité parce que on voit bien carrément que les autorités qui sont élues ou bien qui sont nommées à des positions où ils sont amenés à prendre des décisions pour l'intérêt, non seulement du public, mais aussi de l'intérêt des organismes qui ont la lourde charge de gérer, sont carrément aux abonnés absents. Ça veut dire que le pouvoir du jour peut passer, donner des directives. Souvent, on voit ça, des lettres. Le ministre chargé des postes et des télécommunications fait une lettre à minuit, envoie ça à tous les organismes, les opérateurs Internet et des télécommunications dans le pays, en leur disant « je veux que vous coupez Internet ». Et ça passe comme une lettre à la poste. Alors que normalement, ça devrait suivre une procédure administrative bien donnée. Et je pense que Mbaye a bien expliqué, les mesures doivent être toujours proportionnelles. Mais ce n'est pas le cas. En fait, aujourd'hui, c'est qu'on a vu un peu partout, l'ordre sort du palais, je ne sais pas, du palais présidentiel ou bien du cabinet du ministre en charge de la télécommunication. Il ordonne, je ne sais pas, X ou Y, je veux qu'à partir de 4 heures du matin ou bien à minuit, vous coupez. Il coupe. Donc, je pense que dans le long terme, c'est clair que nos dirigeants, les autorités qui sont appelées à gérer et à défendre les intérêts
du net à défendre et à protéger les intérêts du consommateur, puisque ces mêmes consommateurs, ces pouvoirs publics tirent des impôts, des recettes des compagnies de télécommunications, qui ne sont pas moindres, il faut le dire carrément. Une licence d'exploitation pour une compagnie de télécommunications, c'est des millions de dollars qui sont versés chaque année ou bien durant X temps à un État. C'est pas de l'argent qui tombe des arbres. Donc, on comprend bien que la protection d'Internet, comme l'un des participants, l'un des panélistes a dit, aussi longtemps qu'il n'y aura pas une volonté politique clairement affichée de jouer sur les règles du jeu et de respecter les règles du jeu, je reste un peu sur ma faim en croyant que les autorités chargées de la protection et de la gestion et de la régulation d'Internet seront vraiment capables d'être à la mesure ou bien de jouer franc jeu. Je reviens sur la même question à Madame Simone. Normalement, que devrait faire le fournisseur de services Internet quand on leur demande de couper l'Internet? Doivent-ils vraiment le faire sans soubassement légal? Que devraient-ils faire normalement? Ils devraient refuser. Bon, ça, c'est la réponse courte. La réponse légèrement longue est que je pense que Louis a même déjà établi le principe, c'est que normalement, en fait, on se retrouve comme dans un cercle vicieux où la personne qui est censée défendre les intérêts du consommateur vis-à-vis du vendeur et devient le bourreau en fait de ce consommateur et du vendeur aussi. Donc, c'est les pouvoirs publics qui font en sorte, qui créent le vice dans le cercle, qui créent le vice dans le système. Dans une certaine mesure, on se serait attendu à ce que les entreprises qui sont censées chercher du profit, donc les fournisseurs d'accès Internet, c'est des entreprises à la base. Leur but final, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent du profit. Maintenant, on se serait attendu à ce qu'ils cherchent à gagner de l'argent à tout prix et que le gouvernement mette des limites, qu'il fixe des limites et qu'il dise vous ne pouvez pas dépasser cette ligne-là, c'est la ligne rouge. Vous ne pouvez pas aller au-delà parce que l'Internet, c'est un droit fondamental. Les citoyens y ont droit, ils doivent avoir accès à cela. Donc, vous allez limiter les coûts, quitte à même subventionner, tu vois un peu, quitte à subventionner même les entreprises pour que le citoyen puisse avoir accès à ce bien, parce que c'est un bien commun. C'est un bien commun au même titre que l'eau que nous buvons, au même titre que l'électricité. C'est un bien commun. Maintenant, on se retrouve donc dans un contexte où l'État, tout à l'heure j'ai parlé des taxes qu'il applique, Louis a parlé des impôts, voilà. Tout ça est appliqué au détriment des fournisseurs d'accès à Internet. Et eux qui se trouvent dans l'obligation de facturer cher les services de Internet au consommateur final, à l'utilisateur final. Et malheureusement, c'est l'utilisateur final. Si on se trouve dans la mesure où l'accès à Internet est difficile, c'est parce que le consommateur final est incapable de s'offrir ces services-là qui finalement sont très chers en Afrique, d'une façon générale. Finalement, c'est très cher et on a cette difficulté d'accès. Alors, pour revenir à la question, que devrait-il faire le fournisseur d'accès lorsque l'État lui demande de couper Internet? Dans un monde idéal, où le consommateur est totalement, où le fournisseur d'accès est totalement libre du pouvoir public, où il n'a aucun compte à rendre que celui de s'arrimer à la réglementation commerciale en place, il dirait non. Si je limite l'accès à Internet, alors je perds. Il aura un manque à gagner, aussi bien que les utilisateurs. Donc, comme Aïcha disait tantôt, il y a un impact économique et un impact social.
Et ça, ce n'est pas uniquement l'utilisateur final. L'économie concerne aussi le fournisseur d'accès à Internet. Donc, ne serait-ce que pour ses propres intérêts, il devrait refuser de couper l'accès à Internet. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il le fait de plein gré, parce qu'on est dans ces systèmes-là qui sont totalitaires, autoritaristes, et il écoute le pouvoir en place, et quitte à même jouer l'avocat du diable, parfois ils ne disent pas forcément que c'est l'État qui leur a demandé de couper l'accès à Internet parce qu'ils veulent aussi protéger leur peau. Ils ne vont pas dire. On constatera la coupure d'Internet, mais ils vont parler des pannes, des problèmes techniques sur leur réseau, jusqu'à ce que ce soit plus tard qu'on apprend qu'en fait, ils avaient reçu une instruction de couper l'accès à l'Internet. Ça s'est passé au Tchad, lorsque c'est à la fin de la coupure, de la très longue coupure des réseaux sociaux, que Déby s'est exprimé sur la volonté qu'il y avait de couper l'accès à l'Internet. Sinon, entre-temps, il n'avait pas dit qu'aucun pouvoir, aucune agence du gouvernement ne s'était exprimée sur les causes de la coupure des réseaux sociaux au Tchad. Donc, le fournisseur d'accès Internet, c'est une entreprise, c'est un opérateur économique qui se veut neutre, qui se veut impartial vis-à-vis du pouvoir public, qui se veut dévoué totalement à la satisfaction du client, si on veut utiliser le vocabulaire purement commercial. Il est voué à la satisfaction du client qui est l'utilisateur d'Internet que nous sommes. Et il est censé respecter ce principe-là, le principe de neutralité, d'impartialité et de satisfaction vis-à-vis du client. Donc, voilà à peu près comment ça devrait être. Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'est pas dans ce monde idéal. Les choses se passent comme veulent les pouvoirs publics, dans un contexte totalement dictatorial, d'une certaine façon. Et les opérateurs, les fournisseurs sont obligés de s'aligner. Sinon, ils ne devraient ni couper l'accès à Internet, ni limiter les contenus, ni appliquer quoi que ce soit de discriminatoire vis-à-vis de la disponibilité d'un certain type de contenu. Ils ne devraient pas faire ça. Leur rôle, c'est de fournir l'accès à un Internet libre, ouvert et totalement égalitaire à tous les consommateurs. Merci. Merci, Madame Simone, et à tous nos panélistes. Déjà, nous comprenons que souvent les coupures d'Internet viennent toujours en période électorale et pendant les crises, donc les conflits, mais aussi les coups d'État que nous sommes en train de connaître en Afrique. J'ai dit merci parce qu'il y a l'un de nos parlementaires qui est ici, qui est en train de nous suivre, de la RDC. Merci beaucoup parce que je sais qu'il va pousser la voix. Déjà qu'en RDC, nous avons élection en décembre. Nous espérons que cette fois-ci, on ne va pas connaître des coupures d'Internet. Comme l'a dit les panélistes, ça pénalise pas seulement les consommateurs lambda, mais aussi les opérateurs économiques, les étudiants et tout le monde. Alors, nous avons épuisé notre matière, mais nous savons que le public, vous avez des questions à poser à nos panélistes. S'il y a des questions, nous avons 15 minutes pour répondre. S'il y a quelqu'un qui a une question, la session est ouverte. Y a-t-il des questions? Merci, je commence par... Vous posez la question et vous dites à qui vous adressez la question. Vous posez la question, vous dites si elle est adressée à quel panéliste ou si elle est adressée à tout le monde. Yeah, I think that any one of them can answer. I'm actually asking a question that might look more
from the research perspective. But of course, research can be innocent, but can also be implicated in action. I'm wondering whether in your tracking of shutdown, you have experienced shutdown by non-state actors. That's question one. Question two, I'm wondering whether you have done any classification of shutdowns across the continent. And I'm asking this because I think Aisha alluded to what one can call soft shutdown, which is actually not a shutdown in the sense of blocking, but creating conditions that make access difficult. So taxation, for instance, is one. Cutting power lines, for instance, is another, so that communities could have no power to access this internet and so forth. So I'm asking this because it may be important that we have to extend our conceptualization of what shutdown really means, because it's not just simply about denying people access, but it can also be denying other infrastructure that supports access or making access inaffordable for members of the public to utilize and use the internet. The third point, question I have is, in your perspective, does the incidence of shutdown reinforce the discourse around internet fragmentation? I mean, whether African countries, for instance, seem to favor fragmentation by taking actions that further shutdowns and so forth. So these are my questions. Thank you. Merci. Nous prenons toutes les questions ou nous répondons progressivement. Je ne sais pas quelle méthodologie vous voulez. Le panéliste. On prend toutes les questions. D'accord. La deuxième question. Vous aviez une question? Vas-y. Alors, merci beaucoup encore une fois, Simone, lui, Madame Aïcha et Monsieur Maté Mbaye. Voilà. En tout cas, c'était un moment de régal parce que nous autres, nous sommes beaucoup plus dans ces domaines et on aime bien ces domaines. Donc, je me présente, je suis le bon Kassamira, à la base journaliste, mais maintenant consultant en communication digitale et à la base blogueur de la blogoma. Alors, je viens d'un pays qui a en tout cas un taux moins élevé de connectivité à Internet, la RDC, et nous nous approchons aux élections ici décembre 2023. Et je me demande, est-ce qu'il y aura encore censure? Pas seulement pour réprimer, je dirais, oui, réprimer, ou en même temps limiter ou réduire les libertés d'expression, mais pour nous autres qui travaillons dans ce domaine, qui sommes de la communication, qui travaillent pour des centres de recherche, qui sommes des consultants comme Simone, est-ce que cela affecte? En fait, je voulais que Simone ou lui nous explique comment cela affecte non seulement nos vies, parce qu'on vit de ça, mais comment cela affecte aussi notre rentabilité en termes de temps et en termes de, je dirais, de rapidité. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde court derrière tout le monde. Et je pense que c'est ça. Ma deuxième question, c'est peut-être adressée à Madame Aïcha, elle qui est là de la société civile. J'aimerais en tout cas savoir concrètement, parce qu'elle a dit qu'elle compte avec son organisation, son grand réseau Africa Activiste,
lancer des activités pour pouvoir sensibiliser encore un peu plus sur la question d'élection et de cybersécurité, je pense bien si je me trompe. Quelles sont les activités concrètement que vous prévoyez lancer et ça se fera où exactement? Est-ce que la RDC est concernée? Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Bonjour à tous ou bonsoir. Moi, c'est l'honorable Ayobangira, élu député national du Nord Kivu au Congo. Mais là, je vais réagir comme individu, donc je ne parle pas. Ma parole n'est pas officielle, tant que je ne suis pas le représentant officiel attitré. Toutefois, ma question vient à savoir, parce que souvent, la société civile a tendance à s'attaquer au gouvernement en général en cas de coupure d'Internet. Mais qu'est-ce que vous faites comme initiative pour contrer cela d'une manière effective? Parce que dire qu'on milite pour qu'il n'y ait jamais coupure, moi je pense que c'est quand même c'est encore trop idéal. C'est l'idéal, mais l'atteindre, ce n'est pas encore aujourd'hui. Comment faire en sorte qu'au moins la coupure soit la moins, impacte le moins possible et le moins de personnes possible? Parce qu'il y a beaucoup de choses, les gens confondent Internet et réseaux sociaux. D'abord, comment les différencier et voir d'autres acteurs. Comme au Sénégal, si on a eu à couper l'Internet à cause d'un problème des discours de haine, des discours, ce genre de discours, pourquoi ne pas aussi engager, comme vous vous attaquez très souvent au gouvernement, mais vous attaquez même aux propriétaires de ces plateformes-là? S'ils arrivent à modérer à l'avance les contenus de haine, qui puissent les éliminer, je pense que le gouvernement n'aurait pas eu un prétexte de les couper. Donc, autant que vous vous attaquez au gouvernement, est-ce que vous faites la même initiative, la même pression auprès des plateformes, que ce soit Facebook et Twitter, afin que ces petits nombres d'utilisateurs et malveillants ne puissent pas pénaliser tout le monde? Ou parce que le gouvernement n'a pas la capacité technique de filtrer ces contenus, il est obligé de recourir à une méthode complètement extrême. Autre chose, c'est aussi voir comment approcher même ces gouvernements à la veille des élections. On aura des élections au Congo, donc on peut prévoir déjà que le risque est là. Mais est-ce que vous avez le temps aussi d'approcher le ministre? J'ai vu, vous avez fait un tweet à ce sujet-là, mais l'approcher et faire en sorte qu'il arrive à déclarer d'une façon ou d'une autre, comme le ministre de la Tanzanie l'a fait en public, qu'il n'y aura pas de coupure Internet. Et maintenant, c'est à lui qui devra défendre cette position auprès du Conseil des ministres, surtout auprès de la personne qui décide de la coupure. Parce qu'en Afrique, il ne faut pas qu'on se le cache. La personne qui doit décider de la coupure ou pas, c'est le boss, c'est le président. Que ce soit les ministres qui écrivent la lettre, que ce soit les régulateurs, mais ne pensez pas qu'un régulateur va couper l'Internet sans l'aval du président. Même pas l'aval, mais la demande. Celui qui peut écrire la lettre, c'est quelqu'un d'autre, mais la décision, elle vient d'un seul point. Alors, si vous approchez au moins un ministre ou une autorité qui endosse ou prend cette responsabilité, et lui saura comment défendre cela auprès de la personne habilitée. Et l'autre question, c'est aussi, donc c'est en rapport avec, lorsqu'on a une coupure Internet, c'est souvent les coupures de nos opérateurs et télécoms, mais actuellement, il y a d'autres acteurs, d'autres fournisseurs. Nous avons Starlink qui est là, qui a eu à couvrir l'Internet, à fournir l'Internet en Ukraine malgré la coupure faite par les Russes. Il y a Amazon qui arrive. Il y avait aussi un projet de Facebook aussi de donner de l'Internet à travers des ballons. Donc ça aussi, c'est question aussi, autant que vous faites des pressions sur ces gouvernements, mais aussi faire aussi la pression sur ces acteurs qui puissent donner des alternatives. Au cas où le gouvernement coupe l'Internet, mais qu'il y ait d'autres acteurs qui puissent donner, même si la connexion soit lente, mais qu'elle puisse être là.
Donc, c'était ça mes questions et j'espère que nous aurons à avoir une réponse. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez m'aider à donner le micro. Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Ouais. Okay, thank you. My name is Moffat. I'm from the organization called YOED, Youth and Women Development. My question will be, I think it's in Africa commonly, network shutdown problem during the election time, or even when we get a presidential visit, maybe like if there are certain times when like Obama came here in Tanzania, like when Bush came here, so we go in the network shutdown. So what I know in this modern world, internet, it's one of main basic need for this modern world. So sometimes when the readers or the government thinks about elections, while other people are using the internet to access other services, there are some people who are doing treatment in the hospital through like calls. So will there no any international regulation which will control that, to apply that internet, it's one of the basic need. People still need to use internet, so that maybe they can try to use another method to censor those information in another way by not cutting down the internet. Because if they do that, we get so many losses that somehow others, we use internet as the part of business which we are doing there. It's a job. So when they cut off the network, we are getting losses and losses, and then they don't pay back. Because I buy my own bundle, and then the service provider, they want to provide service. While they cut network, they still charge the tax. So why will there be no any maybe international regulations so that we can control all over the world to control the internet or network securities or whatever, so that people will get their freedom, because it's a basic need for this modern world. Merci. Y a-t-il une autre question? Là-bas, il n'y a pas de question? Je crois que c'est tout ce que nous avons comme question. Alors, c'est ouvert. Il y a ceux qui ont eu des questions personnelles, mais aussi il y a des questions ouvertes à tout le monde. Donc, nous allons procéder à la réponse. Je commence par Monsieur Mathieu. Alors, merci beaucoup Nadine. Je pense que je vais essayer un peu de répondre aux différentes questions qui ont été posées et que j'ai notées ici au niveau de mon téléphone. Je pense que la première question concerne le fait que est-ce que dans le cadre de notre recherche et tout, qu'on soit confronté par exemple à des coupures d'internet qui n'émanent pas des gouvernements. Alors à mon niveau, je pense que avec la petite expérience que j'ai dans ce domaine, je dirais que la plupart des coupures d'internet qu'on a eu à documenter, c'est l'apanage des gouvernements, c'est les autorités même qui ont initié ces coupures. Souvent, certes, il n'y a pas de communication de la part des gouvernements sur ces coupures-là, mais par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, il y a effectivement ce communiqué-là du ministre de l'Information et de la Communication qui a dit qu'ils ont coupé Internet pour aujourd'hui arrêter un peu les discours de haine et de désinformation qui circulaient sur les plateformes numériques. Donc, je disais que pour la plupart des coupures d'Internet, ou bien même la majorité, je dirais que c'est l'apanage même des États, parce que c'est eux qui ont aujourd'hui les capacités et les moyens pour demander aux fournisseurs d'accès Internet, par exemple, de couper l'accès à Internet ou bien de ralentir un peu l'Internet avec certaines plateformes numériques. Alors, l'autre question également, c'était, par exemple, s'il y a différents types de coupures. Je pense que oui, parce que souvent, il peut y avoir, par exemple, des coupures ciblées, c'est-à-dire c'est des plateformes qui sont dédiées, qui sont spécifiquement ciblées et qui ont été restreints. Souvent également, ça peut constituer des coupures générales. Et dans ce cas de figure, tantôt, il y a, comment dirais-je,
Simone qui a parlé du fait qu'on peut utiliser les VPN et tout, mais dans des cas de figure, par exemple, quand c'est l'accès à Internet qui est totalement coupé, que ce soit avec les données mobiles ou bien les Wi-Fi, c'est impossible, même avec un VPN, de pouvoir accéder à Internet. Donc, il y a également d'autres façons de coupure qui consistent un peu à ralentir le réseau, c'est-à-dire, même pour ouvrir juste une page sur Google, ça prend énormément de temps. Donc, ça aussi, c'est différents types de coupures, et je pense que le réseau Access Now, ils ont suffisamment documenté sur cet aspect-là. Alors, l'autre question, c'est par rapport aux initiatives, par exemple, de la société civile qui pour essayer un peu de contrer les coupures d'Internet. Je pense que Mme Dabo tout à l'heure a parlé des initiatives que la société civile mène. Et au-delà, par exemple, des sensibilisations, du renforcement de capacité, il y a le plaidoyer et le lobbying que la société civile fait. Par exemple, au niveau du Sénégal, quand il y a récemment eu cette coupure-là, il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit des déclarations conjointes, des lettres adressées au gouvernement, pour leur dire, par exemple, que cette coupure-là, non seulement violer le droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, mais aussi ce n'est pas du tout conforme avec eux, les conventions et les traités qu'ils ont signés au niveau international. Donc il y a tout ce lobbying et ce plaidoyer que la société civile est en train de faire pour inviter vraiment les États à ce qu'ils respectent leurs engagements internationaux. Mais comme je pense l'ensemble des autres panélistes l'ont dit, peu importe aujourd'hui le travail que la société civile est en train de faire, s'il n'y a pas aujourd'hui cette volonté politique manifeste de nos autorités, on peut toujours essayer, mais quand il y a ce manque de volonté politique, c'est souvent difficile un peu pour la société civile d'arriver à des résultats concrets et palpables. Et tantôt, Mme Dabo aussi je donne juste un exemple, quand elle a parlé de la loi d'accès à l'information, par exemple, au Sénégal, ça fait presque plus de 10 ans, parce que le plaidoyer et l'initiative a émané des organisations de la société civile qui ont porté le plaidoyer. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2023, on n'arrive pas à avoir cette loi-là, malgré que le Sénégal, par exemple, dans le cadre du partenariat pour le gouvernement ouvert, a adopté un plan d'action national. L'un des premiers engagements dans ce plan d'action national, c'est d'adopter une loi d'accès à l'information. Donc nous voyons ici que malgré que l'État est signataire à des conventions internationales, l'État prend des initiatives pour faire respecter les droits humains. Nous voyons que ça tarde et qu'il y a vraiment cette volonté politique manifeste qui est là et qui fait que souvent le plaidoyer de la société civile dans certains pays n'arrive pas à avoir des résultats concrets et palpables. Alors, d'accord. Et également, il y a la question par rapport à la régulation au niveau international. Je dirais que d'abord, l'Internet, c'est reconnu par les Nations Unies comme étant un droit humain international. C'est internationalement reconnu à travers une résolution. Ça fait presque des années. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Internet, en fait, c'est un outil. Je dirais que c'est un outil. Et c'est à travers cet outil que les citoyens, les populations exercent un ensemble de droits, notamment le droit à la liberté d'expression et l'accès à l'information. Donc je pense que peut-être il y aura peut-être nécessité d'aller vers une régulation au niveau international de l'utilisation de l'Internet. Et je pense qu'il y a même des discussions qui sont en cours et qui vont dans ce sens. Mais je pense que l'idéal ici, c'est pour nos États de veiller à ce que les restrictions qui sont imposées, que ce soit au droit à la liberté d'expression et l'accès à l'information, puissent être conformes aux standards internationaux et les traités et conventions qu'ils ont signés. Donc voilà un peu de manière ramassée ce que je voulais apporter comme élément de réponse. Merci. Merci Mathieu. Il y a deux questions adressées à Madame Aïcha en 2 minutes. Essayez de répondre en 2 minutes parce que nous courons derrière le temps. D'accord. Pour ce qui concerne en fait la campagne dont j'ai parlé, on l'a lancée au Sénégal en août. C'est contre le cyberharcèlement et pour l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Donc c'est c'est une activité, un projet spécifique au Sénégal qu'on a décidé d'étendre au monde francophone et après au monde anglophone. Donc on va lancer en octobre une plateforme qui va contenir tous les messages, tous les visuels qu'on a eu à faire. Il y a juste quelques-uns qui sont spécifiques au Sénégal et aux lois du Sénégal, mais le reste peut être utilisé par tout francophone.
Maintenant, ce qui est spécifique au Sénégal aussi, c'est le fait qu'on traduise on a fait une boîte à outils avec des exemples de scénarios. Donc ça, on va le faire en Wolof, en version audio. Wolof, c'est la langue la plus parlée au Sénégal. Maintenant, pour pouvoir les partager sur WhatsApp et tout, et faciliter, pour que tout le monde en fait connaisse ce qu'il en est, comment est-ce qu'il faut utiliser, ce qu'il faut faire en cas d'abus, etc. Et ce que je disais, c'est que si on arrive à trouver des partenaires locaux dans les pays qui sont prêts à transformer ce contenu-là dans la langue la plus parlée dans le pays, nous sommes ouverts à cette collaboration-là parce que en fait, le projet est fini. Donc tout ce qu'on fait actuellement, c'est sur fonds propres. Donc on ne pourra pas prendre en charge un autre pays, mais on veut l'étendre. Après aussi en interne, on va s'occuper à traduire tout le contenu et le rendre accessible en anglais. La personne, je vais juste répondre pour la personne qui a posé la question par rapport à quelles sont les initiatives de la société civile pour contrer les coupures. Il y a une coalition, il y avait Félicie Antonio qui était tout à l'heure le matin dans le panel. C'est elle qui coordonne. Il y a une coalition qui s'appelle Keep It On. Donc, c'est tous les pays de tous les continents, mais majoritairement, il y a plus de déclarations de prévention, de plaidoyer pour les pays africains. Donc, nous sommes membres de cette coalition-là et nous faisons tout pour arriver à contrer. De façon interne, en tant qu'organisation, nous testons beaucoup d'outils technologiques pour comment trouver une solution à une coupure totale ou bien une coupure partielle. Donc, c'est des outils sur lesquels nous travaillons de différentes formes pour pouvoir fournir à nos collaborateurs dans les pays ou nos partenaires des outils qu'ils pourront utiliser. Maintenant, on n'a pas encore de solution par rapport à la coupure totale d'Internet. On espère que quand Starlink sera effectif, on s'est déjà inscrit que ça pourra résoudre partiellement le problème de coupure globale. Aussi, une autre chose que je voulais en profiter, en fait, comme même si vous n'êtes pas là à titre officiel, mais je pense que je peux faire passer le message, c'est que lorsque les gouvernements discutent avec les plateformes des réseaux sociaux en demandant de restreindre et autres, en fait, pour les discussions, il faudra aussi inclure le fait que c'est important que les plateformes contribuent à l'éducation au numérique. Parce que, par exemple, on doit accepter les règlements d'une plateforme avant de pouvoir la télécharger et l'utiliser. Pourquoi ne pas inclure, selon le pays, soit des audios ou des visuels? Si vous ne les passez pas, vous ne pourrez pas accéder à l'application. Donc, il y a la société civile, les sociétés civiles des pays, je suis en RDC, ont des idées. Et moi, je me dis que le fait d'aller vers eux, nous, on va vers eux, ça ne porte pas toujours le résultat parce qu'il faut de la volonté politique. Mais aussi, il faut comprendre que le rôle de la société civile, lorsqu'elle critique, elle doit critiquer, mais elle comprend que lorsqu'elle doit collaborer avec le gouvernement, elle collabore avec le gouvernement. Mais il y a un aspect où, pour ce qui est de l'éducation numérique, je pense que les gouvernants peuvent aider en demandant aux plateformes d'inclure ça. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Madame Simone, vous avez des questions aussi? Une ou deux questions? En 2 minutes aussi, soyez brève. T'inquiète pas, je vais être très brève. Je ne sais même pas si j'avais des questions ciblées, mais je pense que Aïcha et Mathieu ont donné des réponses à pratiquement toutes les questions et de manière assez complète, je dirais. Mais concernant l'éventualité que Internet ait été coupé par d'autres acteurs que les gouvernements, je pense que donc on fait un peu la différence entre une coupure qui a été vraiment expressément ordonnée par un gouvernement et une coupure qui n'a peut-être pas été ordonnée par un gouvernement, mais qui a été fortuite, due à une panne, par exemple, ou alors à une volonté de modération du contenu qui viendrait de la plateforme. Si on parle maintenant des réseaux sociaux, par exemple, parce que oui, ils ont leur système de régulation de contenu qui naturellement vont filtrer des contenus, mais ça, on ne peut pas parler de coupure, parce que là, vous pouvez ne pas avoir accès à un site, par exemple, mais ça ne voudra pas dire qu'il y a
qu'il y a une limitation d'accès pour, voilà, d'accès à Internet dans cette zone-là. Et encore que lorsque l'accès à cette coupure-là, c'est pas une coupure, hein, c'est une limitation d'accès surtout. Lorsque ça a lieu, on peut utiliser les VPN, comme je parlais tantôt, pour contourner cette limitation-là. Donc là, ce sont des limitations de contenu. Maintenant, s'agissant des soft, des coupures subtiles, des coupures subtiles, la taxation n'en fait pas forcément partie. La taxation fait plus partie comment dire, des mesures mises en place par les gouvernements pour vraiment avoir une mainmise pour la chose publique. Ça ne fait pas partie des coupures d'Internet dans la mesure, dans le sens où nous sommes en train de parler sur ce panel. Sinon, ici, là, quand on parle de coupures, on parle vraiment des coupures d'Internet, qu'elles soient partielles ou totales. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parle. Et là, la subtilité, elle peut venir du fait que l'on vous parle par exemple d'une panne qui a causé une coupure alors qu'il n'y a pas de panne, alors que l'opérateur a bien voulu couper seulement. Il ne veut pas déclarer qu'il a reçu l'ordre du gouvernement. Parce que oui, souvent le gouvernement va ordonner, mais interdire à l'opérateur de dévoiler. Comme ça, voilà. Et l'opérateur, naturellement, il ne va pas aller à l'encontre de la volonté du gouvernement. Donc, c'est un peu ça qu'on pourrait appeler la coupure subtile. Et il y a sûrement d'autres exemples. Access Now documente beaucoup cela. Et est-ce que, voilà, est-ce que les recherches nous permettent de faire la différence, de définir clairement les coupures d'Internet? Je pense qu'eux aussi, ils font vraiment, ce sont ceux qui organisent les académies de coupures d'Internet carrément. Ils ont carrément des écoles pour ça où ils forment les gens. Ils savent vraiment faire le distinguo entre ce qu'on va appeler coupure d'Internet et ce qui pourrait être juste une limitation de réseau. Donc, c'est très clair. On part sur les bases vraiment claires de qu'est-ce que la coupure d'Internet et par exemple, une interférence ou une limitation de réseau ou la mise hors réseau d'une plateforme ou d'un site Internet. Voilà, je ne sais pas si j'ai fini avec cette question-là. Il y en avait une sur les rendements. Oh. Oui, bon, naturellement, je pense qu'on a eu une réponse à... Je pense que Aïcha en a parlé de long en large lorsqu'elle répondait aux questions sur l'impact économique, social des coupures d'Internet. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais juste rappeler que, voilà, si vous n'avez pas accès à Internet, si vous êtes un opérateur économique, votre activité, elle s'arrête. Et vos utilisateurs, vos clients, par exemple, eux aussi, ils sont privés de votre produit ou de votre service, naturellement. Donc, perdre en temps, voilà, le temps va s'évaluer sur la durée de la coupure d'Internet et éventuellement, chez CIPESA, nous avons développé un outil qui permet d'évaluer non pas la rentabilité, le coût des coupures d'Internet. Ça s'appelle COST. C'est un outil qui permet d'évaluer en fait le coût d'une coupure d'Internet. Voilà, ça nous a permis de voir en termes de la durée d'une coupure, ce que ça peut coûter à un pays, par exemple, d'une façon générale, en prenant en compte tous les paramètres qui concernent, par exemple, le PIB, ce que le pays peut produire à l'heure, à la minute, voilà. C'est un peu ces paramètres-là, mais il faut aller en profondeur, utiliser l'outil pour voir vraiment. Et s'il faut maintenant segmenter, fragmenter et voir ce qu'un opérateur économique peut perdre, ça demande beaucoup de calculs. Sinon, il y a cet outil qui permet, mais c'est évident, oui, qui rend évident le fait qu'il y a une perte énorme en matière financière. Voilà.
Et le coût économique n'est pas uniquement lié à ceux qui produisent des services économiques, c'est lié aussi à l'éducation, comme on l'a dit, parce que si on perd en éducation également, on est en train de perdre en argent, naturellement. Donc, voilà, et je ne sais pas s'il y avait une autre question qui n'a pas eu de réponse. Je ne veux pas donner des réponses qui ont déjà été, c'est mieux. Voilà, qui ont déjà été données. Mais le côté les effets de la coupure d'Internet, est-ce que ça entraîne une segmentation, une fragmentation de l'Internet en Afrique? Je voudrais laisser cette réponse à Louis, s'il s'y connaît un peu. Et voilà, voilà, je voulais juste ajouter pour la question sur ce que fait la société civile pour vraiment arrêter les coupures d'Internet par les gouvernements. Bon, on se base généralement sur, il y a les systèmes, il y a les lois, il y a les régulations internationales, comme Mathieu l'a dit, il y a des régulations internationales qui normalement devraient permettre au gouvernement de comprendre qu'ils ne doivent pas s'aventurer sur ce côté-là et qui sont très clairs sur, j'ai parlé de l'Internet, la nature de l'Internet comme un bien commun. Donc, il y a des réglementations, il y a des résolutions de l'ONU, il y a les réglementations même sous-régionales en Afrique, dans chaque région, sous-région économique de l'Afrique, qui garantissent vraiment la liberté de l'Internet et sa nature de bien commun et le principe de neutralité également. Seulement, d'une région à l'autre, d'une sous-région à l'autre, c'est pas très clair, mais il y a le fondement au niveau de l'ONU. Maintenant, est-ce que ce que la société civile, elle fait, elle se base dessus, pas seulement dessus, mais elle se base d'une part sur ces réglementations et d'autre part sur les résultats des recherches, evidence-based research, les recherches, vraiment, les recherches de terrain, oui. Elle se base sur les recherches de terrain, les résultats des recherches de terrain pour montrer au gouvernement, voilà, un peu comme l'outil que nous avons développé au niveau de CIPESA, pour montrer le manque à gagner lorsqu'il y a une coupure d'Internet et pour montrer vraiment les effets et faire comprendre au gouvernement qu'il ne s'agit pas uniquement des citoyens, de la population, mais il s'agit d'une faille qui est en train de se créer au niveau de la rentabilité, du PIB, de tout ça. Donc, on essaye de montrer vraiment ce qu'une coupure d'Internet peut créer au niveau national et à différents niveaux vers le bas. Donc, on se base donc dessus, sur la recherche, sur la réglementation en place, et on rappelle au gouvernement, ils ont leur constitution, Aïcha l'a très bien dit, chaque gouvernement a la constitution qui, d'une façon ou d'une autre, garantit la liberté, le droit d'accès à l'information, la liberté d'expression, et voilà. Tout ça, on se base dessus pour élaborer des éléments de plaidoyer auprès du gouvernement. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on travaille avec des plateformes. En 30 secondes. Oui, pardon. On travaille également avec les plateformes pour la régulation du contenu, pour qu'ils se rassurent que, voilà, vous avez parlé de ces personnes, ce petit groupe de personnes qui font des contenus, qui peuvent mal utiliser Internet et alors le compromettre pour d'autres, par exemple, ceux qui diffusent la désinformation, ceux qui diffusent des discours de haine, ceux qui diffusent autant de choses. On travaille pour que ces contenus-là soient filtrés, réduits à leur plus faible expression, mais sans impacter pour autant la liberté d'expression. Donc voilà, on travaille comme ça. Merci. Le temps nous est vraiment... Merci Simone. Maître Louis, il y a une question. Soyez juste précis en 1 minute. Merci Nadine. Je ne veux pas traîner sur... je pense que toutes les remarques qui ont été faites par mes copanélistes sont surtout à point sur les questions qui ont été soulevées par l'audience. Juste une petite éclaircissement. L'Internet fragmentation, comme notre frère l'a dit, c'est plutôt un nouveau, je voudrais dire, c'est plutôt un aspect nouveau d'Internet. C'est vraiment une nouvelle zone où on ne sait même pas où on va. Parce qu'avec Internet fragmentation,
Le procédé a été utilisé, a été expérimenté en Iran. Jusqu'à présent, je pense que c'est l'un des seuls pays qui est un peu en avance. Je pense aussi que la Russie est en train d'avancer dans ce domaine. Ça veut dire qu'ils ont leur Internet qui n'est pas connecté au World Wide comme on connaît. Donc, il y a une certaine pécularité sur le modèle. Je ne voudrais pas m'avancer sur ça. Je ne pense pas qu'au point où nous sommes, ici dans le continent africain, nous avons les expertises scientifiques qu'il faut pour un jour un des États africains puisse aller dans ce domaine-là. Et je ne voudrais pas m'avancer sur un domaine honnêtement dont je ne maîtrise pas. Donc là, jusque là, sur base de ce que je sais, c'est vraiment un procédé qui est très, très pointu, très scientifique, dont très peu de pays ont les capacités et les compétences en termes d'expertise scientifique requises. Juste un petit commentaire sur l'honorable député national du Congo qui avait fait une certaine remarque sur quelles sont les initiatives que la société civile mène pour lutter contre le phénomène d'Internet shutdown. Et je voudrais aussi lui répondre un peu la question, lui retourner la question. Je pense que en tant que membre du pouvoir législatif et même en tant que membre du pouvoir, en tant que représentant du pouvoir congolais, vous avez une certaine redevabilité vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire que quand vous êtes élu, vous avez une certaine responsabilité vis-à-vis de votre électorat, vis-à-vis de votre circonscription. Et j'espère, je vous souhaite même d'être réélu. Bientôt, vous allez aller encore devant votre circonscription, leur demander un nouveau mandat. Et là vient le problème de la redevabilité. On dit que l'État n'a pas les moyens. L'État tire des impôts des citoyens et une masse monétaire énorme. Et nos États africains ont toujours de l'argent pour acheter des nouvelles grosses jeeps. Ils ont toujours de l'argent pour voyager à l'étranger. Ils ont toujours de l'argent pour payer grassement les grands dignitaires. Il y a toujours de l'argent pour mener un train de vie très luxueux. Mais jamais l'État a les moyens de payer. Pour les hôpitaux, nos États n'ont pas les moyens pour payer leurs ambitions politiques d'Internet. Nos États. Je pense qu'à un certain moment, on doit dépasser cette narrative, cette rhétorique de dire que l'État n'a pas les moyens. C'est faux. L'État n'a pas peut-être la volonté politique pour aller vis-à-vis des ambitions que ce siècle, que ce nouveau millénaire, nous, particulièrement africains, faisons face. Parce que on ne peut pas se cacher le visage, la face. On a toujours les moyens pour acheter des grosses voitures. On a toujours les moyens pour voyager en jet privé, mais on n'a pas les moyens pour investir dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures. Et puis, deuxième point, je pense que les initiatives qui sont faites au niveau de la société civile, même si elles ne sont pas assez significatives du point de vue de l'impact vis-à-vis des effets des décisions politiques. Mais on doit aussi voir le contexte. Je pense, Simone l'a si bien dit, le contexte autoritaire de nos États africains. Et l'État a toujours a toujours la même mise sur beaucoup de domaines, et spécialement sur les domaines concernant la force publique. Et à un certain moment, c'est un peu ironique de demander à une victime de s'expliquer, de mettre dos à dos la victime et le bourreau et s'expliquer pourquoi tu as fait ça et que ça c'est la raison qui nous pousse à te punir. Je pense qu'à un certain moment, nous devons essayer un peu de passer ce niveau, de dépasser cette rhétorique de dire que les actions ne sont pas assez significatives. Je pense plutôt que nous devons appuyer sur le point de la redevabilité des pouvoirs publics vis-à-vis de leurs lois. Mais celui parlait aussi en concluant la session parce que vous avez encore 1 minute et vous nous aidez aussi à conclure notre session. Ok. Nous avons des constitutions. Quand vous prêtez serment, vous prêtez le serment en tant au nom de la Constitution,
le président de la République prête serment en jurant de respecter la Constitution. Et ce qui se passe, et je ne vous pointe pas du doigt, c'est juste une réflexion générale. Je pense que c'est des expériences qui se font. Même chez moi, nous avons maintenant un président qui va pour un 4e mandat, alors qu'il devrait normalement rentrer à la maison à la fin de son mandat. Donc, je pense que mettre le dos à dos la victime et le bourreau, en sachant bien le contexte socio-économique de l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment trop demandé, surtout que l'effet même que nos sociétés civiles existent, ça vaut du miracle. C'est un miracle de chaque jour. Donc, je peux être ici, demain, je ne serai pas ici, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, mais on vit comme ça, on est habitué à ça, il y a un fatalisme lié à ça. Et bref, pour clore le débat, je pense que je prends d'abord le temps de remercier des organismes comme CIPESA, Africtivist, des organismes qui travaillent dans le continent, dans la région de l'Afrique est-africaine, pour avoir nous avons au moins des forums où nous pouvons discuter sur les questions qui nous touchent dans nos contextes respectifs. Et pour finir, je pense que nous sommes à l'aube de la 4e révolution industrielle, mais nous sommes encore en train de faire des débats sur la coupure d'Internet. Tandis qu'on se demande, non, on va utiliser Starlink. Pourquoi doit-on utiliser Starlink alors qu'on a tellement investi beaucoup d'argent pour acheter les fibres optiques, les câbles sous-marins, nous connecter sur les grosses compagnies les pays africains payent énormément de droits de subscription sur Internet. Je pense qu'il est temps maintenant d'engager la conversation sur le besoin et l'impérativité de respecter nos propres lois et de jouer selon les règles du jeu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Louis. Merci aussi à tous nos panélistes. Nous remercions aussi l'auditoire d'avoir été actif. Je crois que nous avons écouté les recommandations. Nous tous, nous sommes responsables, d'une part, la société civile, nos gouvernants, les grands géants de l'Internet. Je voulais juste ajouter, en ce qui concerne la modération des contenus, Facebook ne saura pas modérer les contenus dans nos langues locales parce que, parlons du cas de la RDC, Nord Kivu, avec ce qui s'est passé comme conflit entre le Rwanda et la RDC, les clashs des mots qu'il y avait entre les Rwandais et les Congolais pendant cette période de crise. Les contenus étaient soit en Kinyarwanda, soit en Swahili, soit dans une autre langue locale. Facebook ne saura pas si le message diffusé en Kinyarwanda ou en Swahili est un discours de haine ou quelque chose qui touche à la moralité d'une communauté. Le plaidoyer que nous devons faire, c'est d'essayer d'amener ces géants-là à collaborer avec les locaux, les personnes de chaque pays pour essayer de leur aider dans la modération des contenus, comme je crois que c'est la question que vous aviez posée, afin de trouver des résultats palpables et ne pas donner des mots aux gouvernants, de motifs pour dire qu'ils ont coupé l'Internet parce qu'il y a des discours de haine qui circulent ou la désinformation. Je crois que ce sont des plaidoyers que nous tous, activistes, gouvernants, devront faire au niveau des géants là d'Internet. Alors, je crois que nous avons suffisamment parlé, nous avons largement dépassé les temps. Merci d'avoir été patient et espérons que nous allons mettre en pratique ce que nous venons de discuter ici. Et je crois que c'est la dernière session. Nous vous souhaitons bonne soirée à tous.